Bonjour tout le monde, de retour pour une petite vidéo aussi courte que possible, je l'espère, dont le thème est émancipation du prolétariat, donc sous-entendu la victime soumise aux dominations des systèmes, par la conscience du divin anti-aliénatoire à travers le symbole de Noël. Un titre un petit peu compliqué, je le répète, émancipation du prolétariat, sous-entendu la victime soumise dans le triangle de Karpman, que vous connaissez sans doute tous et toutes, par la conscience du divin anti-aliénatoire dans l'esprit ou la symbolique de Noël. Voilà. C'est le fait d'avoir été invité à regarder par un ami une vidéo qui s'appelle Francis Cousin, Noël, le Christ, Darwin et l'amour. Je n'en ai regardé qu'à peu près 10 minutes, mais c'est 10 minutes très très riches. Et puis ce matin, j'étais en consultation avec quelqu'un dont le niveau de conscience était suffisamment avancé pour partager avec cette personne des connaissances globales, cosmogoniques et aussi historiques, socio-économiquement ou psychologiquement parlant, qui m'ont permis effectivement de lui donner des éléments. Je vais essayer de vous en donner quelques points, mais aussi peu que possible parce que je ne veux pas faire une longue vidéo. Je vais lire quelques éléments essentiels de ces 10 minutes sur lesquels je vais me fonder ensuite pour expliquer quelque chose de visuellement plus global au niveau des articulations de la globalité du monde et pourquoi il fonctionne comme il fonctionne aujourd'hui dans l'esprit de domination capitaliste. Et pourquoi est-ce que nous, les victimes soumises, nous en sommes arrivés à nous laisser soumettre. Voilà, parce que c'est surtout ça la problématique. Pourquoi est-ce que l'être humain se soumet aux dominations des systèmes? Et justement, Noël, toute la symbolique de Noël est normalement faite, non pas pour consommer des produits pour entretenir le système, mais en fait pour nous aider à nous en émanciper. Voilà, voilà. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir des paquets de Noël et d'être soumise au système aussi. Et d'aller fêter Noël avec ma famille et mes amis lundi prochain, bien entendu. Bon, mais ça n'empêche pas d'être conscient malgré tout. Hein. On peut être dans le monde sans faire partie du monde totalement. Voilà. Donc, ce qui m'a d'abord plu dans la vidéo de Francis Cousin, c'est pas le début. Enfin, j'ai beaucoup aimé le début, mais justement, puisque je suis en train de vous parler de soumission au système et de commerce, de travail et tout ça, il dit tout ce processus historique qui a mis tout ça en place en développement fait qu'à un moment donné, au bout de cette émergence de la valeur et de l'échange, nous aurons le capital en mouvement d'ascendance sur le monde. Donc c'est le paroxysme de la domination des forts sur les faibles et donc l'augmentation des amplitudes entre les riches et les pauvres, quoi, en fait. Les inégalités sociales. Augmentation de l'amplitude des inégalités sociales qui ont toujours existé bien sûr, mais qui sont devenues avec une amplitude extraordinaire. Et ça n'est pas fini. D'abord dans une phase de domination formelle, puis à partir des années 1910-1914, la domination réalisée où le capital devient le capitalisme intégral de l'économie monde. Et voilà où ça devient intéressant. Et au bout, nous avons la crise terminale. Préparons-nous. Crise où tout ce qui produit la présupposition du capital, c'est-à-dire sa légitimité, s'invalide, se renverse. Comment? Parce qu'elle permet à l'émergence révolutionnaire du prolétariat, donc le prolétariat c'est les victimes soumises bien sûr, de produire l'abolition du prolétariat. C'est-à-dire qu'à force d'un paroxysme de capitalisme et de domination d'une économie monde, le prolétariat qui souffre effectivement en tant que victime soumise de ce système-là, qui a atteint un paroxysme qui en a fait une perversion, alors qu'au départ c'est quand même un mécanisme qui n'est pas forcément malsain, donc ça permet ce paroxysme, ce dysfonctionnement paroxysmique va permettre que les victimes soumises, donc le prolétariat, en arrivent à un point de rupture. Bon, regardez un petit peu l'explosion des burn-out. Voilà. Donc ça c'est très significatif d'une période symptomatique de crise paroxysmique.
Donc ici, Monsieur Cousin parle de crise terminale. Je ne sais pas si on est en train de vivre la crise terminale. Il y en aura peut-être d'autres hein, qui ressembleront à des crises terminales. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on se prépare et on est déjà en plein dans une crise très très forte au niveau des inégalités, des souffrances psychologiques et des souffrances sociales quoi, qui ne sont pas en train de s'arranger, bien au contraire. Donc, ça, c'est le surgissement possible, il dit, de l'humain communautaire enfin émancipé. Et c'est là qu'on se rapproche de l'esprit de Noël et qu'on va rentrer dans des petits points qu'il utilise. Je ne suis pas forcément d'accord à 100% parce qu'il prend des raccourcis. Bon, bien sûr, il s'appuie certainement sur toute une recherche et également sur des documentations, en particulier Hegel, qu'il cite beaucoup, Marx également. Donc il est documenté, il n'avance pas les choses comme ça parce qu'il a envie de les avancer de manière gratuite. Il a certainement évidemment des bases. Mais en même temps, pour moi, c'est amené d'une façon un peu cavalière, je dirais. Je vais choisir de le prendre comme postulat, même si j'y adhère moi-même. La façon dont il présente les choses, je vais la prendre comme postulat, même si en conclusion j'y adhère moi-même par des cheminements tout autres. Voilà. Chacun a ses cheminements effectivement pour arriver aux mêmes conclusions. Après, la manière dont on aboutit aux conclusions peut toujours être discutable et sujette à controverse et à des tonnes de rivalités, de dissensions, etc. Donc c'est pour ça que je me permets de mettre un bémol et de dire je prends ça comme un postulat. Après, chacun fait ce qu'il veut pour se dire si ce postulat peut être utile à sa propre évolution intérieure, etc. Ça ne sera pas forcément le cas. Bon. Donc il dit, Noël renvoie surtout au solstice d'hiver, plus que l'état d'esprit Christ, Jésus, tout ça, machin, voilà. Pour lui, Noël, c'est surtout une référence au solstice d'hiver, moment symbolique où donc le soleil invaincu des cycles cosmiques transmet la possibilité de vie dans la totalité de ce qui fait la naturalité en mouvement d'elle-même. Bon, c'est intéressant. C'est le lieu majeur de la grande renaissance et de la grande régénération. Donc là, effectivement, il n'y a rien de religieux, c'est juste un cycle cosmique qui est évoqué. Le solstice d'hiver par sa nuit la plus longue et le mouvement dialectique qui met en situation de devenir. C'est intéressant, effectivement. Après, quel rapport avec le Christ? On va le voir un peu plus loin. Ensuite, le soleil est la vie qui nous traverse. Le soleil est en nous. Nous sommes dans le soleil et nous sommes le mouvement d'histoire du soleil. Intéressant comme postulat. Bon. Le vieux dive, quelqu'un lui pose la question, est-ce qu'on peut mettre ça en relation avec le mot dive, donc qui a donné le mot divin? Il dit oui, bien sûr. Le vieux dive devenu le mot théos, s'il est traduit de manière pointue dans l'étymologie des langages de la profondeur, signifie le ciel lumineux des émerveillements, d'éveillements et des illuminations infinies. Bon. Dans la communauté archaïque, où il y a une immanence, alors bien avant nos communautés structurées, je dirais civilisationnelles, telles qu'on les connaît aujourd'hui, donc il parle des communautés archaïques, donc il y a une immanence où tout est sacral, sans aucune séparation entre le sacré et le profane. C'est-à-dire le sacré, c'est tout ce qui représente, tout ce qui a trait à Dieu et tous ces trucs-là, et le profane, c'est tout ce qui représente aujourd'hui ce qu'on appelle la laïcité. Voilà. Sans aucune aliénation, clivée, comme l'est la religion, donc le div veut dire l'auto-mouvement de la naturalité absolue de l'infinie création du monde dont l'homme est une partie. Alors on peut se demander effectivement quel lien entre le capitalisme, l'aliénation, le prolétariat et une éventuelle émergence d'un esprit révolutionnaire dans le prolétariat pour abolir le prolétariat. Là est toute la question. Ensuite il dit, dans les premières articulations, le divin n'est pas une personnalisation, il n'y a pas un Dieu père du monde, il y a le divin qui n'est pas l'au-delà du monde. Pour la pensée archaïque, le divin n'est rien d'autre que l'auto-mouvement, donc on l'a dit, d'éternité du monde en le monde, à l'intérieur du monde. Par une vision charnelle des cycles cosmiques, c'est quelque chose de vraie corporéité, quoi, en fait. Il dit même des érotismes du parcours du divin qui font qu'il n'y a rien d'autre que le monde en le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un divin et le monde à côté, quoi. Tout ne forme qu'un. Une seule et même chose, quoi, en fait. La grande transcendance divine n'est pas séparée du monde, elle lui est immanente, c'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur du monde.
il y a la transcendance aliénatoire qui est ailleurs, et il y a la transcendance cosmique de la spontanéité immanente, j'ai bien aimé cette expression, qui fonde le vrai divin anti-aliénatoire. Et c'est là qu'on commence à voir un lien entre l'émergence d'un esprit révolutionnaire dans le prolétariat, c'est-à-dire dans l'individu ou les individus qui sont soumis à un système dominateur, quel qu'il soit. Aujourd'hui c'est le capitalisme, mais il y en a eu des tas d'autres. Mais aujourd'hui le capitalisme a une telle propension que la domination du système en place capitaliste, elle est mondiale. Voilà, elle est vraiment comme une tentacule qui a vraiment une tentacule. Comme un truc tentaculaire qui a vraiment mis toutes ces tentacules partout, partout, partout. Via Internet, via tout ce qui est effectivement les réseaux et tous les flux de données qui font que tout est interdépendant aujourd'hui dans tout ce qui peut faire notre vie quotidienne. Donc, le lien entre le vrai divin anti-aliénatoire et l'émancipation du prolétariat dans l'esprit de Noël, c'est en effet la conscience qui devient de plus en plus importante de l'immanence d'un principe originel. Alors on l'appelle plus Dieu parce que ça n'a plus lieu d'être, c'est tellement une connotation religieuse, donc aliénatoire et clivante, que la notion de Dieu, c'est même plus d'actualité. Aujourd'hui, on en est à un autre stade. On en est à vraiment avoir une conscience de plus en plus précise de l'immanence du principe dans la matérialité, donc dans la corporéité, quelle qu'elle soit. C'est la physique quantique qui nous apprend ça et toutes sortes de choses autour de ça. Voilà. Donc il explique, bon ça, à la limite je pourrais passer dessus, deux transcendances, la transcendance fétichiste, hein, donc contrat abrahamique, tout ce qui est monothéisme qui fait que Dieu est en dehors de sa création, au-dessus de sa création, qu'il régente la création comme si il était un dictateur, etc. Donc ça a été aboli, dit-il, par le Christ. Par mes propres cheminements, je suis assez d'accord, mais ça reste un postulat, comment il envoie ça, c'est assez effectivement discutable. Je dis discutable cette opération miracle, oui, effectivement. Bon, il envoie ça comme ça, là. Bon, on va rester sur le fait que c'est un postulat. Donc où il dit où Dieu est l'autre du monde, donc ça c'est le fétichisme, alors que le Christ, lui, abolit la vision fétichisme abrahamique en rétablissant le divin en auto-mouvement du monde. Bon, ça c'est un peu gratuit comme allégation, malgré tout je suis assez d'accord. Noël est donc l'incarnation du divin en le monde. Ça aussi c'est gratuit, mais pourquoi pas. Ça peut être effectivement une base de réflexion. Donc ici il continue, Dieu n'est pas l'autre absolu du monde, le grand législateur, quelque chose qui est ailleurs et qui règne sur un autre ailleurs. Le divin ne peut pas être autre chose que l'automouvement du monde dans sa propre et pure naturalité. Dans beaucoup d'endroits des Écritures saintes, on parle de présence divine. Et moi j'ai un petit peu l'impression que c'est en rapport avec ça, la présence divine, c'est un peu cette immanence du principe originel, créationnel, qui s'auto-crée par lui-même et dans sa propre création. C'est-à-dire il est à la fois le créateur et la création, en quelque sorte. On retrouve ça dans l'expression biblique, le verbe s'est fait chair. Voilà, le logos s'est fait chair. Donc si vous voulez, c'est le boson de Higgs en sciences quantiques qui dit qu'effectivement, la science quantique explique que le boson de Higgs, qui est un peu comme le verbe, donne l'ordre à la matière de prendre une forme et une certaine densité. Voilà. Donc c'est un petit peu ça, et en même temps que le boson de Higgs donne l'ordre, il envoie son énergie en même temps que son ordre dans la matière qui prend forme, etc. Et qui, on le sait en physique quantique, tout disparaît en je ne sais pas combien de femtosecondes et tout réapparaît en je ne sais pas combien de femtosecondes. Et nous, on n'y voit que du feu parce que ça va tellement vite qu'on ne voit pas que tout disparaît et réapparaît continuellement. Pour vérifier ça, je vous invite à regarder Que sait-on vraiment de la réalité, qui est un documentaire super bien fait, même s'il a un début un peu casse-pied. Voilà. Ça crie beaucoup, moi j'aime pas les choses qui crient comme ça. Mais bon, il y a quand même des choses qui sont bien expliquées et c'est quand même pas mal pour vulgariser un petit peu tout ça. Ensuite, il continue. Noël, c'est précisément le moment, c'est intéressant, où par l'incarnation, le divin du monde vient dire l'amour cosmique, les relations de transparence radicale et réfractaire entre les hommes. Non seulement l'esprit de Noël vient dire on n'a pas à être soumis à des systèmes, parce que le principe créateur est en nous,
en immanence, il est présent là, il est en présence vraiment corporelle, donc on n'a pas à se soumettre. Alors évidemment, il y a un sacré chemin à faire pour arriver à cette conscience-là, je vous le cache pas. Donc avant qu'on arrive à transcender ça et à l'intégrer et ensuite à le réaliser, je pense qu'il va couler de l'eau sous les ponts, mais c'est déjà bien, dès maintenant, d'en prendre conscience. Voilà. Et donc, oui, je sais plus ce que je voulais dire, les relations de transparence radicale entre les hommes. Oui, voilà. Donc non seulement il y a une immanence de la présence du principe originel en nous, c'est-à-dire du boson de Higgs en quelque sorte, hein, au plus près de l'autre côté de l'entonnoir, c'est-à-dire que vous avez deux entonnoirs, un comme ça et puis un comme ça, et qui se font un bisou par le centre. Et vous avez ici ce qu'on appelle l'au-delà, où il y a le boson de Higgs, et là vous avez la matière, où apparaissent les corpuscules, et les ondes, les fréquences et tout ça, bien qu'il y ait des fréquences aussi de ce côté-là, mais elles sont d'une autre sorte. Elles ne sont pas matérielles. Disons qu'on ne peut pas les mesurer. Déjà, concrètement parlant, nous, on n'a pas le moyen de les mesurer. Avec nos appareils scientifiques, on n'a pas pu mesurer au-delà du boson de Higgs, c'est-à-dire derrière le mur de Planck, ici. Voilà, le mur de Planck, on va dire que c'est ça. Et juste après le mur de Planck, il y a le boson de Higgs, qui donne donc le logos, qui donne l'ordre à la matière de prendre forme, et la matière prend forme et donc obtient une densité, une masse. Enfin, je ne comprends pas trop entre les trucs de masse et de... C'est quoi déjà le truc ça j'ai beaucoup de mal. La densité, la masse et le truc de Newton, à la gravité, voilà c'est ça. La densité, la masse et la gravité, ça c'est encore un truc que j'arrive pas à comprendre, mais bon c'est pas grave, ça n'empêche pas d'être plus intégratif et d'essayer de prendre l'ascenseur pour essayer de comprendre la globalité. Ici là précisément j'ai vraiment du mal. Bon, s'il y a des gens qui veulent m'éclairer, je suis tout à fait ouverte à ça, parce que franchement j'aimerais bien comprendre. Donc, quelle est la différence entre la masse et la densité? Alors ça, et le poids. Le poids et la masse, c'est pas la même chose, et alors ça, j'arrive pas à l'intégrer, la chose. Donc, sur le fait donc que l'immanence est en nous individuellement, mais qu'elle est aussi dans le voisin d'à côté, quoi. Hein, même s'il nous cherche des crasses, même si on lui cherche des crasses, ça n'empêche pas que l'immanence du principe originel, donc du boson de Higgs quelque part, de l'autre côté de chaque atome de nos corps, que ce soit le nôtre ou celui de notre ennemi, il y a le boson de Higgs qui donne ordre à la matière d'apparaître et de disparaître continuellement, en permanence. C'est pour ça d'ailleurs que Frank Athem dit qu'il n'y a pas eu de Big Bang, parce que tout est perpétuellement en création et en disparition. Donc effectivement, le Big Bang, bon, sauf que le Big Bang se trouve sur un aspect horizontal, c'est-à-dire qu'on peut étudier l'historicité de l'univers de manière horizontale par des télescopes qui vont suffisamment loin pour voir le début de l'univers, le Big Bang. Mais ça, c'est sur un plan horizontal, au niveau de l'espace-temps. Le problème de Frank Athem, c'est qu'il ne parle pas sur un plan horizontal, il parle sur un plan vertical. Parce que pour lui, effectivement, c'est réel aussi dans l'absolu, tout est en permanence en train d'être recréé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a aussi au niveau symbolique Annick de Souzenel, bien sûr, qui étudie ça énormément au niveau des écritures saintes qui font état de ça, que la création se fait tout le temps, qu'il n'y a pas eu une création et puis une évolution. Il y a tout le temps de la création et tout le temps de l'évolution, dans un temps vertical. Voilà. Ouais, donc le principe originel est continuellement en train de créer la réalité, depuis d'autres plans de conscience, évidemment. Qu'est-ce que la conscience? Nous créons la pensée qui nous crée, dit Edgar Morin, mais quelle pensée exactement, de quelle pensée exactement parle-t-il? Je ne pense pas qu'il parle de la pensée organique. Et là, je me réfère à des choses qu'a partagé Daniel Empédocle, qui m'a justement fait part de la vidéo de Monsieur Cousin, là, sur effectivement qui est la conscience qui crée la matière. Parce que Bergson, enfin bon, je pense que j'ai pas forcément bien compris, mais peut-être qu'il a voulu dire autre chose. D'après Bergson, soi-disant, et d'autres scientifiques, nous serions, nous, avec notre conscience humaine, les créateurs de l'univers. Bon, hein. J'ai du mal à adhérer à ce genre de choses, bien évidemment. Donc, quand Edgar Morin dit « nous créons la pensée qui nous crée », je penserais à une autre forme de pensée qui est justement celle du boson de Higgs, qui est une forme de pensée, puisque quand même il faut un petit peu de conscience pour envoyer un ordre de création et réaliser une création. Donc dans le boson de Higgs, il y a effectivement cette conscience,
et cette capacité créatrice. Et le boson de Higgs, c'est scientifique, c'est pas... Et le boson de Higgs, alors effectivement, le boson de Higgs est à l'intérieur des atomes, alors quelque part, c'est à l'intérieur de nous, certes, mais c'est quand même de l'autre côté, quoi, de l'atome, malgré tout. Donc, ne confondons pas, nous, la manifestation, c'est-à-dire la chair, avec le verbe créateur. Il y a quand même une différence. Même si le verbe créateur est à l'intérieur de nous, c'est pas pour ça que notre pensée cérébrale est créatrice de notre corps et du verbe créateur. Faut pas non plus inverser les choses. Voilà. Ensuite, il dit Hegel sur la triade dialectique, hein, donc ça, à chacun d'aller voir, moi j'irai peut-être voir ou pas, bon, sur la division ternaire de la compréhension des mécanismes des articulations relationnelles, sociales et cosmiques, et sur l'émergence d'une réalité défi et de son solutionnement. C'est pas les paroles de Monsieur Cousin, c'est le résumé que j'en ai fait, je vais répéter. Il parle de Hegel sur la triade dialectique, et après j'essaie de résumer ce qu'il dit avec ma compréhension, sur la division ternaire de la compréhension des systèmes historiques, donc des mécanismes et des articulations relationnelles sociales, psychosociales, et cosmiques aussi, puisque c'est quand même dedans, hein, et sur l'émergence d'une réalité défi, et c'est pour ça après je vais revenir sur donc, la séance de ce matin où on a pu visiter des choses intéressantes, une réalité défi et sur son solutionnement. Ça c'est des mots de Monsieur Cousin. La réalité et son solutionnement. Il a dit la réalité et son solutionnement. Donc la réalité actuelle, c'est quand même un défi qui a un solutionnement. Et le solutionnement se situe bien évidemment dans le postulat qu'il pose que la crise terminale causée par le capitalisme intégral de l'économie monde permettra l'émergence révolutionnaire du prolétariat pour abolir le prolétariat. C'est ce qui veut dire que, à un paroxysme de souffrance sur des dominations mondiales insupportables, les masses d'individus qui sont dominés et qui supportent la domination vont se rebeller, ne plus pouvoir supporter la domination et abolir la domination. Voilà. Et pour ça, je vous renvoie à une vidéo qui s'appelle « La fabrique des imposteurs » de Roland Gori. Toute la vidéo est assez sympa, assez intéressante, bien qu'il se répète beaucoup pour dire la même chose, que les imposteurs sont les dominateurs et que ce sont des méchants. Chose à laquelle je n'adhère pas, ou pas totalement. En tout cas, j'y adhère à peut-être 2%, et j'adhère à 98% à autre chose. Voilà. C'est-à-dire que les vrais imposteurs, quelque part, c'est les gens qui se laissent dominer, qui sont soumis, mais c'est des imposteurs de fait. C'est pas des imposteurs de volonté et des imposteurs conscients. C'est des imposteurs de fait. Un tout petit moment, Roland Gori soulève ce lièvre. Mais bien entendu, il ne l'approfondit pas et il continue toute sa vidéo à se plaindre des dominations et à démontrer leur mal fondé au lieu de leur bien fondé, bien entendu. Le bien fondé des dominations, c'est de créer une souffrance tellement importante que ceux qui se sont soumis par manque de connaissances acquièrent une connaissance par effet d'opposition créée par la souffrance de la domination, de manière à pouvoir se rebeller grâce à cet apprentissage. Et c'est grâce à cet apprentissage paroxysmique de la souffrance que le prolétariat, effectivement, peut s'émanciper de la domination des systèmes. Voilà. Justement par une connaissance qui va vers de plus en plus de compréhension de l'immanence du principe d'origine, corporéisé dans la matière et vraiment créateur et dans la matière, à la fois créateur et à la fois création. Et puis voilà, il y a bientôt 24 minutes. Du coup, est-ce que je me lance dans le truc qui est d'une grande complexité? Je vais peut-être m'arrêter là. Ce sera pour une autre vidéo. À la limite, c'était sur la globalisation et la synthèse des fréquences, des différentes fréquences vibratoires entre les deux entonnoirs, de l'autre côté du mur de Planck et de ce côté de la matière, de manière à comprendre comment la conscience qui est de l'autre côté du mur de Planck arrive à faire la création et comment est-ce qu'elle occupe d'une certaine manière avec un voile d'inconscience la création
enfin, en tout cas la matérialité, si on est fâché avec le mot création, la matérialité, l'évolution, pourquoi pas aussi, parce que de toute façon, entre guillemets, création n'empêche pas évolution, hein. Il n'y a pas forcément de conflit entre le concept de création et d'évolution, pour moi c'est un peu la même chose. On évolue dans une création globale, qui est de toute façon, la création, elle se fait dès que le boson de Higgs donne l'ordre à la matière d'apparaître, et quand la matière apparaît, forcément il y a création, quoi. Puisqu'il y a un ordre donné par le boson de Higgs, il y a forcément un aspect créatif, même si ce n'est qu'une corpuscule, qui devient effectivement une onde, une fréquence qui va donner par différenciation, enfin par fragmentation et différenciation, le phénomène de matérialité par la densité vibratoire, par la vitesse de plus en plus, ou de moins en moins rapide des fréquences, qui va faire plus ou moins de densité dans la matière, donc plus ou moins de perception pour nous quant à la matérialité des choses. Voilà. Mais de toute façon, il y a plusieurs états de la matière. Il y a des états qui sont pour nous invisibles et qui pourtant existent, hein. Non seulement il y a la lumière, on la voit, mais évidemment il y a des états dans la lumière qu'on ne voit absolument pas. Il y a des états dans les sons qu'on n'entend absolument pas et pourtant ils existent. Voilà. Donc c'est vraiment de ce rapport-là. Donc je ne vais pas rentrer dans ce truc-là parce que c'est vraiment extrêmement complexe, tout en étant très simple. Mais c'est complexe dans le fait que nous, dans notre incarnation et dans nos rôles sociaux, on n'est pas habitué à réfléchir à des choses, des profondeurs, comme dit Cousin. On n'est pas habitué à la dialectique des profondeurs, donc dès qu'on parle de dialectique des profondeurs, ça devient très compliqué pour le mental humain, qui naît notre aspect cérébral, qui fonctionne à tout petit régime, n'est pas capable de comprendre les choses de l'inconscient, ou très peu capable de les comprendre. Alors de plus en plus nous en sommes capables, heureusement, ça commence les voiles commencent un petit peu à se défaire, à se désintégrer, mais c'est vrai que malgré tout, ça reste très complexe pour notre petite capacité cérébrale qui est habituée à fonctionner sur du relationnel social, donc sur la logique des systèmes de domination. Donc dès qu'on parle d'autre chose que du système des dominations, avec publicité, consommation, supermarché, fringues, enfin bon, sécurité, enfin tout ce qui fait partie du système de la consommation et de la sécurisation, tout ce qui est en dehors de ça, c'est de l'inconnu, ça nous fait peur, et forcément on ne le comprend pas parce que ça nous fait peur. Donc on a des blocages. Voilà. Mais bon, ça va venir. Ça va venir. Donc Noël, quelque part, c'est une occasion de se dire que on n'est pas obligé d'être soumis. Parce que le soleil, puisqu'effectivement Noël se réfère surtout à des communautés archaïques qui vénéraient le soleil et le renouveau du soleil, bien plus que le Christ, hein, parce que Noël, la fête entre guillemets de Noël a pris racine dans des fêtes païennes qui étaient effectivement les fêtes du renouveau du soleil. Donc on en a fait un petit package là, pour que tout le monde soit content, à la fois les communautés archaïques qui sont devenues ensuite chrétiennes et les chrétiens, pour que tout le monde s'entende et que ça se passe bien. Voilà. Mais en même temps, pourquoi pas, parce que de toute façon, dans l'essence, c'est une seule et même chose, c'est-à-dire l'immanence du principe originel, c'est-à-dire du principe atomique dans la matière elle-même. Et le principe atomique, personne n'en est privé, tout le monde l'a. Et quelque part, on pourrait dire qu'à la limite, le principe atomique, c'est l'amour divin. Et c'est vrai que tout le monde est d'accord pour dire que Noël, c'est l'esprit de l'amour, c'est l'esprit de la solidarité, c'est l'esprit de la communauté et de la bonne entente des êtres humains entre eux. C'est bien, mais ça pourrait déjà commencer par être la bonne entente de l'être humain avec lui-même, c'est-à-dire entre son conscient et son inconscient, son conscient social qui est censé se soumettre au système, et son inconscient qui est en insoumission au système. Et notre inconscient est ce qu'on a de plus important dans la conscience, et on le maintient sous chape de plomb. Voilà, donc le message de Noël, à la limite, ça serait écoutez votre intuition, elle vous inspire la liberté et l'émancipation. On va finir là-dessus. Ciao.
Joyeux Noël à tous.